forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Bonsoir, première émission 2021 de Anna Vigil. On ouvre l'année en cassant les codes et la tradition qui veut que normalement j'alterne un homme, une femme. Bon, les femmes nous ont plantés, nous ont mis un lapin. On espère pouvoir en accueillir très vite de nouvelles. Donc, première de l'année 2021, 7e émission. Et pour cette 7e émission, je reçois le talentueux Nicolas Alphonse. Bonsoir Nico. Salut, bonsoir. Voilà, alors Nico, on se connaît déjà bien, on se connaît des Sidi Ouroumoun, ou le cercle de réflexion où on officiait naguère, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de production, beaucoup d'analyses, etc. Bon, c'est un peu en sommeil là, on peut le dire. Ouais, ouais. Voilà, malheureusement. Il faut qu'on remette un petit coup de. Voilà, il faut qu'on revienne en force. Exactement. Casser un peu les bonbons à tout le monde. Donc, tu es associé Chief Technology Officer de Jelly Smack. Donc, tu vas nous parler Exactement. de Jelly Smack, qui est la troisième entreprise mondiale de création de médias sur réseaux sociaux. Alors, oui, ouais, c'est ça. Donc basiquement, ce que je dis à tout le monde, parce que tout le monde me dit, je comprends toujours rien à ce que tu fais, Nicolas. On fait, quand je l'explique grossièrement, on fait de la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la consommation de vidéos, aujourd'hui, tu prends un gamin, et la télé, il regarde plus. Il connaît pas France 2, France 3. C'est téléphone, c'est TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook pour les un peu plus vieux. Et aujourd'hui, c'est une transformation qui se fait de plus en plus. On regarde plus la télé. Quand on regarde la télé, c'est à la demande. Tu regardes Netflix, tu regardes Amazon Prime, mais tu regardes plus France 2. Plus ça va et plus ça lentement ça dégage. Et du coup, c'est un créneau qu'on a pris dès qu'on a vu l'inversion de la tendance. On s'est dit c'est le futur en fait. C'est le futur, donc on a pris ce créneau-là et donc on a commencé en faisant d'abord du foot avec Oh My Goal, qui est d'ailleurs, personne connaît bien Jelly Smack, le nom on ne parle pas, mais quand tu dis Oh My Goal, par exemple, tout le monde connaît Oh My Goal. Si tu aimes le foot, tu es obligé de connaître Oh My Goal. Ensuite, on a embrayé sur le gaming avec Gamology, la beauté, Beauty Studio. Alors, il y a Oh My Goal, Gamology, Beauty Studio, mais il y a plein d'autres chaînes à côté. Hein. Le foot, c'est pas que Oh My Goal. Il y a d'autres chaînes. Oh My Goal, c'est la principale, la tête de pont. Gamology, c'est pareil. On a d'autres chaînes gaming. La beauté, c'est pareil. On a plusieurs chaînes. Et on couvre un peu tout ce qui est catégorie de divertissement, quoi. ouais, Et donc aujourd'hui, effectivement, troisième leader mondial. Moi, le foot, à part le sporting, je ne supporte pas le foot. Donc, Michael, ça ne me parle pas trop. Mais pour Gamology, par contre, ouais, c'est quand même bien connu. Hein. Ouais. Gamology, Gamology numéro 1 mondial sur le gaming. Sur la tranche gaming, on est numéro 1 mondial. Alors, moi, là, ce que je voudrais savoir pour expliquer aussi un peu aux gens le background, c'est quand tu dis c'est qui? C'est-à-dire, tu es quoi? Tu es fondateur, tu es associé fondateur, tu es CEO, comment? Alors, quand je dis on, c'est comme n'importe qui parle d'une société, c'est la boîte. Quoi, je veux dire. Ouais. Tu vois, je veux dire, où tu as intégré la boîte? Alors moi, c'est un des trois fondateurs qui ont l'idée, en fait. Dès le départ, moi, je le connaissais, c'est un ami, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, avec qui j'ai déjà travaillé sur d'autres projets qui ont aussi cartonné. Et quand ils ont l'idée, donc lui, qui s'appelle Robin et Michael, qui ont l'idée dès le départ, en fait, eux, ils ont créé le kiosque avant. Le kiosque, c'était l'appli
l'appli pour lire la presse écrite sur appli mobile. Le kiosque, ça a fait un carton. Il y a même SFR et Free qui avaient l'option le kiosque dans leur abonnement. Donc après le kiosque, ils ont l'idée de Kelly Network qui viendra après JSMAC. On a changé de nom, ça s'appelait d'abord Kelly Network. Et il leur manquait l'homme technique. Robin me connaissant et ayant travaillé aussi juste avant sur un autre projet avec lui, il me dit Nico, écoute, avec des amis, on a une idée. Il m'explique et est-ce que tu suis? Et je dis Robin, c'est un peu Steve Jobs, tu vois, c'est le mec qui a des idées à 100 à l'heure et tout. Moi, je suis le mec qui lui dit non, ça c'est pas possible. Et lui, il me dit non, si Nico, on va le faire, faut faire comme ça, tu vas voir. Et on finit toujours par réussir à faire ce que je disais que c'était pas possible de faire. Et non, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que ça marche. Je pense que JSMAC, tu vois, c'est la combinaison des personnes, des différentes personnes clés dans la boîte. On a une équipe fantastique, notamment en Corse. Et ça aussi, c'est une grosse fierté. Technologie. Aujourd'hui, la techno, c'est Corse et Paris. Parce que on a besoin de recruter, on a besoin de grossir et malheureusement, on n'arrive pas à recruter assez fort en Corse. Mais Corté, c'est quand même 25 personnes. Tu vois. Et le démarrage de la techno, c'est la Corse. Quoi. Équipe Corse et début de techno 100% Corse. Et j'ai même envie de dire, arriver dans le top mondial avec une techno Corse. Donc ça, c'est la grosse fierté. Donc, on embarque dans l'aventure comme ça. Ouais. Et donc, au départ, je suis tout seul à la techno. Je fais tout seul jusqu'en 2017. En 2017, on commence à recruter les premières personnes à la techno. À ce moment-là, on doit être une vingtaine, trentaine dans tout dans la boîte, un truc comme ça, dans toute la boîte. Et au fur et à mesure, là où on a recruté le plus fort, c'est à partir de 2018 sur toute la boîte et la tech aussi, donc la Corse et petit à petit Paris aussi niveau Corse. Donc aujourd'hui c'est Corté, Paris, New York, Los Angeles, Pristina. Et là avec le Covid et tout, la remise en question, on est en train de réfléchir pour partir sur du plus de télétravail et transformer les bureaux en point de chute, point de rencontre des gens, des équipes et tout, et plus avoir une philosophie on peut travailler de n'importe où dans le monde et voir pour ouvrir peut-être des petits cowork ou des petites. C'est encore à l'étude en fait. Alors justement, bon, on va en parler parce que le sujet de ce soir, on va quand même l'annoncer, c'est l'économie corse, le fantasme du tourisme. Donc là, je te laisse imaginer, comme ça doit claquer dans les shorts, notamment au bord de mer. Mais effectivement, il y a le côté dans l'économie corse, sans rentrer réellement maintenant dans le tourisme, il y a quand même l'économie du numérique qui est quelque chose qui est complètement sous-développé, on peut le dire. Alors, oui et non, on a quand même, depuis plusieurs années, pour moi, ça arrive petit à petit. Ça arrive petit à petit. Sous-développé, j'aime pas le mot sous-développé parce que on n'en a pas beaucoup, mais ce qu'on a, c'est quand même costaud. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas des losers, quoi. Oui. Il y a de tout, mais on a de la crème. On va citer l'exemplaire et puis après on va citer un petit. Alors, dans l'exemplaire, dans le domaine de la réussite numérique, par JSMAC, qu'est-ce qu'on a comme Alors moi j'aime bien mettre en avant parce que tout d'abord parce que ils font partie des pionniers. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Campus Plex avec Good Barber, mais qui était avant Webzine Maker. Pour moi, c'est Webzine, c'est avec Sébastien Simone et Jérôme Pietri. Ils sont là depuis 15 ans. Ils ont ouvert la voie. Pour moi, c'est le pionnier sur l'île. Voilà, c'est un peu l'ouverture de la voie. Ce qu'ils ont fait à Ajaccio, le Campus Plex, c'est juste génialissime. Et Good Barber aujourd'hui, c'est le premier app builder de l'App Store, je veux dire, et c'est corse. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment à mettre en tête de pont. Après, niveau technologie, il y a nous, sans fausse modestie. Tu vois, je veux dire, ça fait très. Complexe au niveau de la fierté, pas l'orgueil. C'est-à-dire savoir être fier de ce qu'on fait aussi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et moi, je suis plus fier de faire travailler les Corses en Corse, tu vois, que de la réussite technologique. Alors, la réussite technologique est une grosse fierté,
mais de me dire que je fais ici, on a 25 Corses qui bossent au bureau de Corté, tu vois. Corté, ça fait de Jelly Smack le deuxième plus gros employeur privé de Corté. Tu as Casino, tu as Jelly Smack, tu vois. Voilà. Je veux dire, c'est, Je vais pas tu faire vois, je vos dirais, Mac. Quoique le café est bon. Hein. Pour mettre arrêté 2, 3 fois, le café est bon. Donc, ouais, du coup, Corté, en plus, tu es en plein cœur, je dirais, de la cité universitaire. Je sais qu'aussi, tu participes au Challenge Starting Course, par exemple. Tu interviens ouais. régulièrement pour la fondation et pour l'université. Enfin, je veux dire, tu as quand même une Je implication. donne des cours aussi Voilà. à l'université. Je donne 3 cours et effectivement, à chaque fois qu'il y a comment ça s'appelle, on est énormément en lien avec la fondation de l'université. Et dès qu'il y a des événements ou quoi, quand on peut filer un coup de main, on est toujours partant. Au contraire. Ouais, ben c'est ça qui est Il bon, faut. c'est de savoir à la fois gérer, je dirais, le côté entrepreneurial, mais aussi le côté transmission, formation, qui est quelque chose d'essentiel. La fac de Corté, n'en déplaise à beaucoup, il y a des secteurs qui sont des fleurons et Oui, absolument. voilà, qui méritent d'être développés. Je pense que dans le multimédia, ce qu'on appelle l'informatique en général, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup. Après, il y a et c'est pareil, mais c'est pas la faute de l'université, c'est le manque de. Tu vois, il y a ce cercle vicieux qui fait que. Il y a des. Et c'est pour ça aussi qu'on recrute à Paris, il y a des zones sombres, j'ai envie de dire. Typiquement, nous, ici, on a deux gros profils de, d'informaticiens. On a les développeurs, donc ça tient un cursus à côté, mais il y a aussi les data scientists, ceux qui font des algos d'intelligence artificielle. Et ça, typiquement, tu ne peux pas l'apprendre encore. Tu es obligé de partir sur le continent, faire tes études, Mathématiques pour extrêmement. travailler un peu sur le continent, et après revenir. Mais la plupart du temps, tu pars faire tes études sur le continent, tu vas sur le continent. Quoi. Ce que disait, et ça fait mal au cœur, mais ce que disait Lisa dans ta dernière émission, quand tu lui as dit est-ce que tu vas revenir en Corse, tu vois, je veux dire, quelque part, ça fait mal au cœur en fait de voir des cerveaux Alors, ouais, de des ce cerveaux. calibre-là partir, se remplir et rester dehors. Ouais. Tu vois, je veux dire, ça, Voilà. il faut partir, se remplir, voir le monde, tu vois, je veux dire, faire son expérience. Et après, il faut venir ici pour faire profiter l'île, quoi. Tu vois, je veux dire, Ouais, pour partager, développer, etc. Mais bon, ça reste une grosse problématique, c'est la fuite des cerveaux, qu'on connaît en Corse, mais que la France connaît aussi. Effectivement, tout ce qui est, je dirais, accompagnement dans l'entreprise, ou en tout cas dans le monde professionnel, les universités, c'est pas trop leur truc. Alors, soit parce qu'elles pêchent, parce qu'elles considèrent que ça les intéresse pas, que l'université, c'est de savoir. À Corté, c'est un manque de. Et ce que je disais, c'est le cercle vicieux. J'ai même pas fini. Je suis le pro de la digression et après j'oublie le sujet initial. C'est le manque de, c'est le manque d'inscription. Je veux dire, ils n'ont pas assez d'étudiants pour ouvrir des filières. Et tu as ce stéréotype encore qui veut que la fac de Corté est bidon, tu vois. Donc, quand le gamin veut faire études à Corté, t'as les parents qui disent oh, tu vas pas aller faire tes études à Corté, c'est tout pourri Corté. Alors que non, pas du tout. Je veux dire, on va t'envoyer à Paris ou à Aix, mais Corté, c'est très bien. Selon la filière que tu fais, on a des filières, elles sont même, j'ai envie de dire, parmi les mieux classées de France, tu vois. Je veux dire, ce qui n'est pas difficile en plus. Mais donc tu regardes, c'était en 2019, je crois, en 2019, on fait 2200 bacheliers, on diplôme 2200 bacheliers. Et en 2020, le nombre d'étudiants en première année, c'était 1057. 1057, tu comptes les redoublants, tu comptes ceux qui viennent du continent, tu vois. En gros, grosso modo, tu n'as que 500 bacheliers corses qui sont montés à Corté. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un énorme problème. Ah, mais je crois que après on va embrayer sur le sujet de ce soir, mais effectivement, il y a quand même, je pense que il faut que les mairies aussi, il faut que les gens, il faut que la fac sorte des murs, qu'on abatte les murs et qu'en fait on fasse interpénétrer l'entreprise, la fac, le monde citoyen, le monde politique. On en parlait avec Lisa, tu l'as dit très justement, les cartographes qui n'interviennent pas sur l'élaboration des plans dans une décision politique. Absolument. Je veux dire, demain, c'est comme si pour faire un mur, tu appelles un pizzaïolo. Hein. Respect pour nos amis on sait que la pizza, moi, c'est comme les tortues ninja, c'est un de mes trucs préférés. Mais voilà, il y a un problème de mur. J'ai l'impression que tout est cloisonné et que chacun vit alors que la fac, elle aurait mérite et vocation justement à impliquer les jeunes et à les faire suivre des circuits post-universitaires dans les services publics, dans les entreprises, etc., en créant des partenariats. Mais bon, ça, on fera une autre émission
avec d'autres d'autres intervenants. Il faudrait faire une émission de table ronde sur ce genre de sujet. Alors, figure-toi que c'est prévu. Tu vois. C'est prévu. Sur 2021, on va faire des crossovers, on va dire. Tu nous as parlé donc de Jelly Smack comme exemple de société du numérique, de Good Barber aussi, mais il y a aussi peut-être des contre-exemples. Il y a quelque chose dont tu pourrais nous parler, d'un truc un peu foireux ou qui n'a pas tenu le. Un joli contre-exemple, on l'a vu dernièrement avec la fermeture et le licenciement, le laissage sur la touche d'une vingtaine de personnes, c'est Quant. Ça a été le petit flop Quant Music Ajaccio, pardon. Voilà, Quant Music, c'est ça. Les bureaux. Voilà, ouais, Quant Music Ajaccio. Après, Quant, même au niveau national, n'a pas eu la trajectoire escomptée. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à quoi? C'est dû à, si tu veux, mon avis de libéral. C'est dû principalement au fait que c'est du public, quoi. Aujourd'hui, Quant, je ne sais plus combien ils ont fait. Il y en a eu tellement en fait des relances que je crois que ça doit être 60 millions ou un truc comme ça de fonds publics. Il y a un seul actionnaire privé qui est Axel Springer à hauteur de 3 millions. Mais Axel Springer, c'est le plus gros groupe média d'Allemagne. Eux, ils sont en croisade ouverte contre Google, donc tout ce qui peut faire concurrence à Google, ils financent. Sinon, c'est que des fonds publics. C'est des fonds publics et du coup, conseil d'administration, on a des fonctionnaires qui ne savent pas comment marche une start-up, qui ne comprennent pas, je la fais raccourci, mais et qui, au bout de quelques années, se disent bon, c'est pas normal qu'on fasse pas de chiffre là. Ben si, c'est normal. Et du coup, qui limoge le pauvre Léandre qui s'est fait stiver en fait. Se faire stiver, c'est se faire virer ça vient de Steve Jobs, c'est se faire virer de sa propre boîte. On dit se faire stiver. On va pas se faire jobber. Être mal interprété. Ça, il y a ça. Et le fait que tu ne concurrences pas Google, quoi. Tu arrives 20 ans après avec 50 milliards de budget en moins. Tu vois, je veux dire, tu concurrences pas Google. C'est pas non, parce que même si le but, parce que le but du jeu, c'est pas de concurrencer, mais c'est de manger un petit peu. Mais même, tu t'attaques pas à Google. C'est peine perdue. Et aujourd'hui, c'est tellement titanesque ce marché-là, le moteur de recherche en termes de moyens techniques, compagnie et tout, que ça suffit pas tout ce qu'ils ont levé. Tu vois, le dire. Et c'est des fonds publics. À un moment donné, tu dois rendre des comptes. Ça me fait penser un peu au Rafale, le plus gros flop de l'histoire de France, le plus gros flop commercial. Le Rafale, c'est début de programme 72, début des études 72, je crois, début de programme 79, mise en service 2002. C'est parce que M. Dassault est sénateur, c'est 20 milliards de subventions financées par les fonds publics, par le contribuable. C'est au bout de 40 ans, c'est 300 commandes, dont 250 par l'armée française. Donc, en plus, avec nos sous. Ouais. Donc, à 20 milliards du contribuable, 300 commandes, je crois, le prix d'un Rafale, c'est entre 70 et 80 millions selon le modèle. Et la France a pris les modèles les plus chers. Et on a vendu à l'Égypte, à l'Inde et à la Grèce qui en a commandé, mais n'ont toujours pas acheté. On sait pourquoi. Les modèles les plus petits, tu vois, je veux dire, au final, ça revient à 23 milliards de chiffre d'affaires. C'est. Non, même moins, on est à moins en termes de chiffre d'affaires. Enfin bref, ça a coûté plus cher, on ne rentre pas dans nos frais. Et en plus, le plus gros des 3/4 des commandes, c'est le contribuable français qui a acheté. Ouais. Donc on s'est fait carotter à l'entrée et à la sortie. Les Français, ils ont payé 2 fois pour le Rafale, tu vois le dire. En plus, il y a 40 ans. Quand c'est pareil, c'est les sous du contribuable. Et c'est le contribuable qui va payer les pots cassés derrière. Je veux dire, aujourd'hui, ça s'appuie toujours encore. On pourrait faire le test. J'avais fait une conférence là-dessus. Enfin, je n'avais pas fait là-dessus, mais j'en avais parlé un petit peu dans la conférence. Ça s'appuie sur Bing aujourd'hui. Si tu as 30 secondes, on peut check en direct live si je fais un partage d'écran.
Aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure, tu ne peux pas rivaliser en termes d'infrastructure. On ne se rend pas compte à quel point c'est énormissime, mais écran partagé, comment on fait? L'animateur désactivé, partage d'écran. Ah, on ne peut pas voir. Voilà. Mais On invite les gens à checker. si tu regardes enfin bref, tu fais une recherche d'image, tu tombes exactement les mêmes résultats que sur Bing, par exemple. Tu vois, je veux dire, bon, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est tellement monstrueux en termes de technique et ce que ça requiert derrière, tu vois, que tu peux pas rivaliser, tu peux juste pas. Ouais, c'est dommage parce que le principe, quand même, sur l'espèce. Le projet est trop ambitieux, ils n'ont pas assez de moyens, bien qu'on ait mis des sommes d'argent colossales dedans, tu vois, mais pas assez de moyens. Et au final, encore une fois, regarde Compte Musique à Ajaccio, quoi. Je veux dire, on est arrivé, on a pris une grosse subvention européenne et corse, et au final, on ferme tout. Ah ouais. On laisse 20 personnes sur le carreau. C'est un peu moche. Carrément. Ouais. Dont Monsieur Léandre, apparemment. Oui, c'est pas une accusation envers lui. Hein, je veux dire, lui, le pauvre aussi. Mais pour moi, voilà, c'est ce qui se passe quand le rêve est beau, si tu veux, mais pour moi, il est démesuré. Mais la règle d'or à pas faire, c'est avoir tous les actionnaires qui sont en fait des fonctionnaires, en fait. Ouais. Tu peux pas demander à un administrateur de la Caisse des dépôts de diriger, d'être administrateur d'une start-up. Je veux dire, c'est deux mondes totalement différents. Bien sûr. Bon, on parlera du libéralisme, du fonctionnarisme, tout ce que tu veux. Non, mais même dans la façon de procéder, tu vois, je veux dire, c'est vraiment, sans vouloir être mesquin, hein, tu vois, je veux dire, aujourd'hui les startups, c'est une mentalité à part, même par rapport au commerce logique, tu vois, je veux dire, les fonds d'investissement, ils le savent, tu vois, ils sont rodés à ce genre de truc. Mais c'est une phase d'investissement énorme avec 3 années où tu gagnes rien. C'est comme ça, c'est le modèle startup. Mais tu te retrouves pas derrière Léandre en disant pourquoi on gagne rien tu vois, je veux dire, ça marche pas comme ça. Donc ce soir, on voulait parler, même si on a pris un peu notre temps, mais c'est bien parce que ça pose un peu le truc, on voulait parler de l'économie corse, le fantasme du tourisme. Donc c'est quelque chose que tu as déjà étudié, je dirais, pour les Silio Goumoun. Donc on renvoie les gens sur le blog qui est toujours actif, hein, sur Internet. Ouais. Qui est toujours vivant, c'est imprévu. Il est là. Ah, il est vivant. Voilà, donc alors pourquoi ce choix-là parce qu'en ce moment, ça revient sur la table avec le Covid, bien évidemment. La Covid, là, chacun voit midi à sa porte sur le genre du mot Covid. Mais ça revient sur la table avec l'effondrement de l'économie corse sur des chiffres qui ne sont pas toujours réalistes. Alors, moi, c'est un truc qui m'a toujours gonflé. Toujours. Ça m'a toujours gonflé d'entendre la Corse, tourisme et BTP. La Corse, s'il n'y avait pas le tourisme, mangerait les châtaignes, tu vois. Ça m'a toujours gonflé. Et je le savais, tu vois, je veux dire, je le savais qu'on ne vivait pas grâce au tourisme. Donc un jour, je me suis posé et je dire, bon, on va sortir tous les chiffres, on va le mettre sur la table et on va regarder, tu vois, je veux dire, mais on va faire un vrai truc. Et il y a ce que ça rapporte, il y a aussi ce que ça coûte, tu vois, ce que personne ne sait en fait. Et je suis resté con, en fait, je suis resté vachement con parce que je m'attendais à ce que, tu sais, tout le monde dit Corse, le tourisme, c'est 31% du PIB. Ouais, déjà, le chiffre est faux. Il y a des 40. Hein, et moi, je m'attendais à du 15% en fait quand j'ai aligné tous les chiffres. Mais en fait, tu tombes à 5%. 5%. Et ça, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois l'expliquer ou si on va creuser après, mais comme tu la sens. En fait, si tu veux, ça m'a pris 2 semaines. Donc déjà, premier carton rouge, c'est parce que j'ai fait un comparatif en fait avec les autres îles de Méditerranée. Donc il m'a fallu juste 2 heures pour avoir tous les chiffres touristiques de Majorque, Chypre, Malte et la Sardaigne. 2 heures, j'avais tous les chiffres des 4 îles. Pour avoir tous les chiffres de la Corse, ça m'a pris 2 semaines. Et il y en a que j'ai jamais mis en fait. Ils sont à N-2, enfin c'est déjà du 2015, du 2018. Ouais, alors avant l'équipe actuelle, c'était du N+1. Ça sortait régulièrement. L'équipe de l'INSEE. Et depuis 2017, c'est à N+2. Ouais.
tu attends 2 ans pour avoir les chiffres de. Et du coup, tu allonges les chiffres. Bon, en gros, déjà, il y a le contexte. Le chiffre de 31% du PIB, il date de 2015. En fait. Il date de 2015. Et en 2015, si on se rappelle bien, il y avait les territoriales, la montée nationaliste, changement potentiellement de. Et ça tombe 2 mois avant le, 2 mois avant l'échéance Les élections. électorale. Ouais, il sort ce rapport de l'INSEE. INSEE plus la, la, l'agence des trucs La des DEC. entreprises. Non, pas la DEC. C'est un truc français, mais qui bosse avec l'INSEE. Enfin bref, il sort ce rapport sur l'année 2011, alors qu'il y avait eu un rapport ATC en 2012 pour l'année 2011, tu vois. Mais il sort ce rapport 2011, c'est la meilleure année touristique des 10 dernières années à ce moment-là. Et le rapport ATC de 2012 disait qu'il y avait eu un peu plus de trucs, mais que c'était pas folichon, quoi, tu vois. Je l'ai, le rapport, je l'ai toujours. Aujourd'hui, on les trouve plus en ligne, mais je l'ai sur l'ordinateur. Je suis prêt à les mettre à disposition des gens, parce qu'il y a plein d'éléments contradictoires d'une année sur l'autre. Donc en 2015, 2 mois avant les élections, tu as ce rapport qui sort. Et là, quand tu regardes les chiffres, mais quand tu les regardes à la loupe, tu te dis, ah là, ils prennent les gens pour des cons. En fait. Et le lendemain, tu as l'impression que c'était orchestré, en fait, le truc. Le lendemain du truc où tu as Le Monde qui titre la Corse dépendante du tourisme et sous perfusion de subventions, tu vois. Le Monde qui sort exprès pour. Tu as l'impression que c'est un coup monté pour casser les jambes à la montée nationaliste. Tu sais, Et donc la date est pourquoi 2 mois avant les élections ils sortent un rapport qui a 3 années sur une année qui était 4 ans en arrière en fait. Et quand tu regardes les chiffres en fait, tu regardes que la dépense touristique. Alors déjà ça a été rapporté au PIB de l'année passée. Enfin, c'est pareil, hein, tu regardes c'est l'INSEE, tu as les PIB tous les ans. Quand tu fais sur le PIB de l'année passée, tu tombes sur 31. Quand tu fais sur le PIB de la même année, tu tombes sur 25%. Déjà. Donc on passe de 31 à 25, d'un tiers à un quart. Et dans ces 25%, qu'est-ce qu'on a? On a 2 milliards, 2 milliards, 0,4, 2 milliards de dépenses touristiques. Donc ce que les gens dépensent en Corse, rapporté sur un PIB de 8,2 milliards. Donc 2 milliards font bien 25% de 8,2 milliards, mathématiquement c'est correct. 25% de 8,2, ça fait 2 milliards. Cependant, la dépense ne rentre pas dans le PIB. C'est comme si je prenais, je prends une liasse de billets, 1 000 euros, tiens, je te la donne, tu me la rends, je te la donne, tu me la rends. On fait ça pendant 1 an, et à nous deux, on a augmenté de 50% le PIB de la Corse. Si on compte comme ça, hein, tu vois, je veux dire. Juste en s'échangeant de main à main, ça revient à faire ça, hein, de dire que c'est 30% du PIB. Ouh, 30%. Tu vois, je veux dire, si on devait compter juste toutes les dépenses comme rentrant dans le PIB, on aurait un PIB supérieur à celui des États-Unis aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, ça marche pas comme ça. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est comme il y a plusieurs façons de calculer un PIB. La part de valeur ajoutée correspondant à la dépense totale. Voilà, quand il y a une entreprise, c'est un peu pour ceux qui n'ont peut-être pas de notion économique, c'est un peu comme quand il y a une entreprise de dire que ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu te mets dans la poche. C'est faux, parce que ton chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre sur le compte en banque, mais il y a ce que tu dépenses aussi, tu vois. Et en fait, ce que tu vas te mettre dans la poche, c'est les bénéfices, tu vois, donc c'est moins les charges. Et j'ai encore envie de dire, c'est encore différent, mais en fait, c'est la valeur ajoutée. Et puis, tu as la valeur ajoutée en entreprise aussi, parce que après, tu as les taxes qui passent et compagnie et tout, et tu te mets que les restes dans la poche. Mais restons sur cette analogie-là, tu vois, je veux dire, c'est comme si on dit on a fait tant de chiffre d'affaires, ça y est, c'est ce qu'on s'est mis dans les poches. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, c'est recettes et bénéfices. Ouais. Et l'ATC elle-même, dans son rapport d'activité de 2012 pour l'année 2011, estimait la valeur ajoutée touristique à 21%. Tu as Hollandine qui l'estime à 50%. Bon, ça doit être la sienne, tu vois, qui fait un peu plus de marge que. Mais l'ATC, c'est l'ATC, hein, c'est pas moi, je n'invente pas, quoi. Elle l'estime à 21%. Donc, ce qui rentre dans le PIB, c'est 21% de 2 milliards, soit 400 millions. 400 millions. Et 400 millions, rapportés sur un PIB de 8,2 milliards, ça fait 5%. Voilà. 5%. Voilà. Ouais, parce que si on suit par exemple Guillaume Guidoni, qui est un économiste qui est connu et reconnu, je dirais encore ça, on arrive au max à environ 11%. Donc je renvoie les gens à ces
lu là, ces articles, etc. Mais au grand max, on est sur voilà, 11%. Donc, on est quand même loin des 30 ou 40%. Donc, il y a quelque chose qui est fascinant. C'est comment, quand on est un Pékin comme moi, un type très, très averti comme toi, très compétent, ou un spécialiste comme Guillaume Bidogne, à la maison tout seul, en regardant sur Internet, en prenant des rapports qui sont publics. Là, on n'est pas dans le complot gorge profonde, les Illuminati. Là, c'est des trucs qui sont sur les sites des agences, des offices, des instituts, etc. On arrive à trouver des chiffres qui sont réels et réalistes et vérifiables, alors qu'on se tape toujours la légende et qui est colportée aussi par des professionnels. Mais c'est clair. Je veux dire, mais parce que c'est une vérité, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, t'as l'INSEE, mais en fait, c'est un truc, c'est aberrant, en fait. Tu vois, je veux dire que ce soit l'INSEE qui, t'as l'impression, c'est un coup monté, en fait. Donc, une fois que l'INSEE te dit que c'est 30% du PIB, c'est jouer sur les mots et c'est fallacieux, en fait. Parce que, oui, 2 milliards, ça fait 30% de 8,2 milliards. Sauf que non, ça rentre pas dans le PIB, ça alimente pas le PIB, tu vois. Et une fois qu'une institution comme l'INSEE a balancé 30% du PIB, bah, tu as tout le monde qui prend ça pour. Tu vois, je veux dire, même un élu nationaliste, je veux dire, je veux dire, Simeone et Angelini, ils te le disent, c'est un tiers du PIB. Mais parce que personne n'a creusé derrière le truc, on s'est contenté de prendre. Oui. Hop, Voilà, l'INSEE, d'accord, c'est bon. ouais, Voilà. le rapport de l'opération qui a été faite, quoi. Mais donc, en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit encore et on veut croire, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que sans le tourisme et le BTP, on va bouffer des châtaignes. C'est ça. Bah, et puis moi, je vois l'année 2020. L'année 2020, moi, j'attends les chiffres parce que je me demande combien on a fait de tourisme. On n'a pas dû en faire beaucoup puisque tout le monde était à la maison. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 4 semaines de déconfinement et de tourisme. Ouais. Et après, donc, je sais pas, la Corse, elle est toujours debout là, en 2021. Et puis même par la loi des chiffres, tu vois, j'ai envie de dire, si ça représentait 30% du PIB, donc un tiers du PIB, ça voudrait dire qu'un tiers, alors là, je fais une exagération, mais tu as une loi mathématique qui est la loi des grands nombres qui dit que plus tu augmentes le panel et plus tu tombes juste en fait. Donc c'est un raccourci mathématique et ça ne devrait pas être pris pour acquis, mais tu pourrais estimer que si ça représente un tiers du PIB, ça voudrait dire qu'environ à la louche, un tiers de ton entourage ne vit que du tourisme. Ouais. Donc, tu en connais beaucoup qui vivent que du tourisme, toi? Moi, j'en connais, hein, mais moi, j'ai 1800 amis sur Facebook. Je dois en avoir 2 qui vivent du tourisme, intégralement, hein, qui vivent du tourisme. Après, tu en as qui touchent indirectement, si tu veux. Mais ils n'en vivent pas. Tu vois. Ils sont où, les mecs qui vivent du tourisme? Oui, c'est pas ce que je veux dire. Il y en a, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais quand tu regardes autour de toi en Corse, tu peux pas arriver à la conclusion que tu vis du tourisme, non? Ouais. Non, puis bon, il y a tout un tas de choses qui font que le simple usenso cristianino, comme on dit, hein, le bon sens, je veux dire, quand tu vois, ne serait-ce que dans la consommation, dans la saisonnalité, etc., il y a des trucs qui sont complètement aberrants dans les chiffres. Tu compares les chiffres et la vie de tous les jours, entre guillemets, comme tu disais, l'expérience, hein, tu tombes sur le cul. Alors, quand tu vas chercher en plus derrière, dans les stats, dans les chiffres, que tu refais les calculs, que tu vois ce qui est fallacieux, comme tu le disais tout à l'heure, et que tu retombes, le soufflet retombe d'un coup, tu te dis, mais attends, mais en fait, on essaie de me faire croire quoi? Qu'il y a environ, allez, entre 5 et 11% du PIB de la Corse qui contrôle la Corse. Parce qu'en fait, le but, ce serait quoi? Ce serait de faire croire que le tourisme, comme on le connaît maintenant, c'est-à-dire qu'on est à 2 doigts, c'est malheureux, parce qu'il y a des entreprises qui... Il est mal géré, ce tourisme. Voilà. Il est mal géré. Il n'est pas performant. Quand tu regardes les chiffres des autres îles, on a plus de touristes par habitant que Majorque. C'est un truc de fou. Hein. On a 12,7 touristes par habitant. Donc, même pour l'infrastructure, on morfle. Hein. Et ben, si tu rapportes ça proportionnellement au chiffre de Majorque, Majorque fait, donc à la proportionnelle, fait 5 fois plus que ce qu'on devrait faire. Proportionnellement. C'est-à-dire que on devrait faire 5 fois plus, en fait. Ça veut dire qu'on n'est même pas performant. On est 5 fois moins performant qu'un Majorque, ramené à l'habitant. Donc, c'est mal géré. Il n'est pas performant et ben, il n'est pas géré. Ouais, non, mais parce qu'en plus, voilà, parce que moi, je vois, par exemple, au niveau de l'emploi, bon, ça fait partie de mon boulot quotidien, mon travail, comme on dit. Je veux dire, sur l'emploi du tourisme dans le secteur privé, tu représentes même pas 10% de l'emploi à temps plein en Corse. C'est-à-dire qu'en plus d'être, allez, je vais arrondir 10% du PIB, tu es 10% de l'emploi.
qu'est-ce qui se passe? Où sont les Tu vois, millions? je veux dire, Ouais, c'est ça, hein, je te disais, il y a 3 méthodes de calcul pour calculer un PIB. Là, la plus simple, parce que c'est difficile, mais en additionnant aussi tous les salaires, tu retombes sur le PIB normalement. Enfin, c'est une des méthodes, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus chiant, mais si tu représentes que 10% de l'emploi, je veux dire, d'où tu peux représenter un tiers du PIB? voilà. Alors, du coup, dans ce PIB corse, qu'est-ce qui pèse réellement? Bah, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. J'avais essayé une fois de faire l'étude, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres. Il faudrait avoir vraiment tous les chiffres qu'ils ont. Aujourd'hui, il n'y a que quelqu'un qui travaille à la DGFiP qui pourrait le dire, aux impôts, hein, qui pourrait le dire parce qu'ils ont toutes les déclarations de toutes les sociétés de l'île, en fait. Et là, on pourrait faire une vraie étude avec des vrais chiffres mais aujourd'hui, c'est opaque. C'est opaque. En fait, on se contente, et moi, c'est ça qui me fait rager de la part de la part de nos institutions aujourd'hui qui sont aux mains de notre camp, hein, j'ai envie de dire, des nationalistes. C'est qu'on ne se pose pas la question, aujourd'hui, on s'est contenté du récit national du colon, en fait, si tu veux. C'est le colon, il nous a appris à être docile, à dire, tu ne peux pas vivre sans moi. Tu as besoin de moi, tu vois, je veux dire. Et on a fini par y croire. On a fini par y croire, tu vois, je veux dire. Et on se pose plus la question. Il y a personne qui s'est posé la question de dire, putain, on gagne vraiment, enfin, on vit vraiment grâce au tourisme. Ouais, Non, alors, je ne peux pas dire que ça ne représente rien, le tourisme. Bien sûr, les touristes qui sont là, il y a 4 millions par an. Quand je dis 4 millions, en fait, je compte aussi parce qu'il y a deux chiffres. Il y a 3,1 millions. Ce sont les touristes qui passent la nuit sur l'île. Mais il y a aussi 1 million de croisiéristes qui débarquent, qui consomment et qui repartent le soir avant de passer la nuit. Tu vois, donc, en gros, l'île, elle se prend 4,2 millions de personnes. Donc, on les voit. Tu vois, je veux dire, c'est omniprésent. Ils c'est cassent très les couilles sur la cette route population. l'été, parce qu'on n'a pas l'infrastructure adaptée pour accueillir autant de monde. Donc, fatalement, quand ils sont là, ben, on peut voir que ça, puisque on n'est pas en capacité de les accueillir, en fait. Euh, et, euh, et du coup, oui, ça a un impact, mais il y a beaucoup d'impacts négatifs. Niveau performance, si on se compare aux autres îles, on est derrière les Baléares, on est l'île qui reçoit le plus de touristes de la Méditerranée. Euh, et on est bon dernier en termes de revenus. Donc, en fait, c'est la Tu vois, je me dirais. logique, si tu veux. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un peu, on tire la vache à traire jusqu'à ce qu'ils sortent du sang d'épi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on Ouais, massacre, c'est ça. Mais c'est ça. voilà, on massacre nos routes, on massacre notre secteur immobilier. Mais tout, ouais, tu regardes l'hydraulique, l'électricité. On consomme plus d'électricité en hiver parce qu'il y a le chauffage, si tu veux. Mais l'été, comment ça s'appelle? On fait tourner 3 fois plus les Luciana et le Vaz. Tu vois, je veux dire, on consomme 3 fois plus de diesel l'été que l'hiver. Et ouais, il faut de la Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, la pollution de l'air. Tu as 5 fois plus de pollution de l'air l'été que l'hiver. Bon, il y a l'effet chaleur aussi qui joue et qui décuple, si tu veux. Mais toujours est-il que tu regardes les pics, parce qu'on la surveille. Hein, il y a qualitaire, c'est obligatoire. Chaque région doit surveiller la qualité de l'air. Il y a des stations qui contrôlent la qualité de l'air partout en Corse. Les rapports sont publics, sont téléchargeables sur le site de qualitaire. J'avais fait la compile pour l'année 2016. Tu regardes les pics, qui correspondent à certaines dates, qui correspondent au même pic que les fréquentations de l'île. C'est pas anodin, quoi. Je veux dire. Et donc, tout, je veux dire, tu te rappelles comment ça s'appelle, du chauffeur du car à la français qui était sorti, qui avait détruit un pont à la masse pour pouvoir, le vieux pont en pierre, il avait détruit à la masse pour que le car puisse passer. Tu vois, je veux dire, les camping-cars qui vident leurs eaux usées et qui laissent les poubelles sur des sites qui sont classés remarquables. J'avais vu passer une photo sur Twitter, tu avais le panneau site remarquable, interdiction de stationner, de camping, machin, couffin, et tu avais le camping-car juste derrière avec les deux touristes comme ça à table. Je veux dire, non, mais parce qu'en fait, il y a effectivement, bon, déjà, on est sur une prestation. les hôpitaux aussi, les hôpitaux, l'hélico des pompiers, tu vois, je veux dire. Il y a tout, ouais. T'as une gosse qui a un accident qui se fait renverser par une voiture, l'hélico, il est en montagne en train d'aller secourir deux Allemands qui sont montés en tongue. Voilà, c'est ça, tu vois, je veux dire.
On n'a pas la capacité de les accueillir et ils nous causent plus de tort au final que ce qui nous ramène de pognon. Finalement, ils ne rapportent pas grand-chose. Après, bon, voilà, là où j'en veux un petit peu, si tu veux, c'est que j'ai l'impression qu'on continue. Alors, tu parlais des Baléares, on a un terme qui est un peu vulgaire, au sens où il est un peu galvaudé, mais moi, j'ai l'impression qu'on est toujours sur de la baléarisation. C'est-à-dire qu'on bronze les culs, on sert les salades Sodebo à 70 € dans les pailles, et c'est fini. Le reste, on ne calcule pas. C'est-à-dire qu'on tire au maximum ce qu'on peut. Alors, on ne va pas évoquer le black. Qu'on tire c'est ça. Pourquoi faire marcher les cerveaux puisqu'on a des belles plages, tu vois? C'est ça, voilà. C'est ça la logique. Donc, si tu veux, on est encore sur de la saisonnalité brute, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à développer l'hiver, la montagne, au sens respectueux avec les activités vertes, bon, etc. Le patrimoine, bon, je reviens pas dessus, on en parle assez à longueur d'émission avec Seb Tché, les Riffilou Perfecting, etc. Et par contre, on continue à vendre du sable et des couchers de soleil sur Bastia. Je crois que c'était Air Course qui avait fait une pub dans le genre. Venez admirer les couchers de soleil dans la mer à Bastia. Je me rappelle, c'est fantastique. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de plan de formation globale des jeunes. Les secteurs de l'insertion, de la formation sur le tourisme, c'est anecdotique. On en est encore à te vendre des formations œnologues, alors que les jeunes, c'est très bien, hein, mais il faudrait peut-être penser à autre chose. Voilà, les quotas. Bon, on va pas revenir sur ce plan là, parce que là, il nous faudrait 4 jours d'émission. Ouais, c'est clair. Ouais. Avec un bivouac, enfin bon, de la nourriture, parce que sinon, on s'arrêterait plus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on continue sur la lancée de ce qui a été mal fait avant, avec des chiffres erronés, et qu'on est encore dans la légende du le tourisme nous sauve la vie, alors qu'en fait, le tourisme nous massacre. Et c'est ça. C'est le roman national du colon. C'est fou, mais c'est l'argument qui revient toujours. Sans nous, c'est châtaigne, tu vois. Ouais, mais le pire, tu veux, c'est que là, on est plus néo-colonisé. On va pas citer Fanon et tout, mais c'est-à-dire qu'on est même nous dans cette posture-là, alors qu'on la rejette au départ. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de paradoxe de schizophrénique, où là, on est en train de se dire, ouais, mais attends, faut pas que ce soit un bronze-cul, mais il faut tout faire pour que le tourisme arrive. Enfin, que le touriste arrive et continue à débarquer en masse. 4 millions, c'est pas assez, il en faut plus. Il faut sauver les restaurants, il faut sauver les restaurants saisonniers, hein, je parle pas des restaurants à l'année. Il faut sauver les serviettes I Love Course, les slips de bain Pimp My Porto Vecchio, tu vois, My Porto Vec. Bah, à un moment donné, il va falloir quand même réfléchir à un vrai projet autour de ça, parce que on est en train de s'effondrer complètement, ça n'en rapporte quasiment rien. On revient dessus, mais c'est même pas 10% du PIB. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. Au niveau humain, j'en parle même pas. On va finir par faire des danses comme les Indiens dans les réserves aux États-Unis. Enfin bon, c'est cataclysmique. Et encore que les Indiens rachètent les casinos, moi je suis pas sûr qu'on soit capable de racheter des casinos à l'heure actuelle. Mais c'est clair. Bon. C'est clair. Bon, on va pas faire les les Indiens, dans leur malheur, ils ont au moins ça, tu vois, je veux dire. Et voilà. C'est-à-dire, ils attaquent les vieux retraités WASP au portefeuille. Ils se vengent à la retraite. Donc on va pas faire les justiciers, mais bon, c'est bien aussi de rétablir les chiffres. Alors, tu en parles toi souvent, tu en as parlé pour les TIAS, et puis bon, tu maîtrises ton sujet. Il y a Guillaume Guidoni, bien évidemment, il y a Fabien Abrahim, avec 1000 idées pour la Corse aussi, qui a bossé dessus. Et voilà, il y a toute une littérature. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on soit encore aujourd'hui à inventer, je dirais presque une société qui n'existe pas, une société presque dystopique. Et là, ça m'amène à l'extrait de film que tu as choisi, Nico. Donc, tu as choisi mon Watchmen de Snyder, donc sorti en 2009, adapté du graphic novel de Moore et Gibbons. Alors, bon, moi, le Moore, si tu veux, c'est papa, comme on dit. Voilà, au-dessus à rien, tu vois. Et au-dessus à rien. Et donc, ça a été une adaptation. Alors, on sait que c'est compliqué entre Moore et les mecs qui adaptent ses œuvres, voilà. Parce qu'il est quand même assez exigeant, le bougre. Donc, tu as choisi cet extrait où ça parle de Rorschach. Donc, déjà, on passe l'extrait, après, on en parle. On va quand même dire aux enfants de s'éloigner de l'écran ou aux parents de ne pas leur montrer ce qui passe. C'est violent. Et en fait, on passe maintenant l'extrait. I was investigating a kidnap case. Blair Roach. 6-year-old girl. I was young then. Too soft on criminals. I let them live. Broke a man's arm to get a tip. Led me to the missing girl's location. I knew the girl was here. But when I searched the place, I saw nothing.
And then I found her. Bark for Daddy. It was dark when the murderer got back. As dark as it gets. Who's out there? Who is it? Who is it? Ow! What? What the fuck? Who the fuck are you? What the fuck you want? You killed my dogs, man. You think I had something to do with that girl? I found that! What evidence have you got? That's nothing. Okay. I confess. I kidnapped her. I killed her. Arrest me. What? Arrest me! I did it! I said I did it! Christ! Look, I've got a problem, man. Fucking take me in. I need help. No, don't do that! Take me in! No! No! Men get arrested. Dogs get put down. Tremors of impact shook my arm. Warm blood splashed my face. Whatever was left of Walter Kovacs died that night with that little girl. From then on, there was only Rorschach. God doesn't make the world this way. We do. I can't help him. Hey, Rorschach. Hey, you're pretty famous, right? Hey, you know what? I'm pretty famous, too. Ain't that right? That's right. That's right. You know, maybe I can give you an autograph, huh? What you say, big boy? None of you seem to understand. I'm not locked in here with you. That's it! You're locked in here with me! Voilà, donc extrait violent, donc Rorschach qui massacre un pédophile en expliquant ça à un psy qui l'interroge en prison.
enfin le journal de Rorschach. Alors, Rorschach, au départ, c'est un test psy. C'est ça, ouais, le psychiatre qui a inventé le test, en fait. Ouais. Voilà, c'est le nom du psychiatre. Alors, je ne sais pas si on prononce bien Rorschach, toi, c'est Rorschach. Rorschach, ouais. Rorschach, voilà. Bon, en tout cas, tout le monde prononce comme ça. Voilà, donc Rorschach, voilà. Donc, pourquoi ce choix-là? Parce que c'est quand même… Alors, moi, j'aime bien bon, déjà, j'adore Watchmen, qui est au final un excellent film. J'aime bien, moi, je suis beaucoup plus univers DC que Marvel. Tu vois, Marvel, c'est étonnant. C'est la petite maison dans la prairie, tu vois. C'est ce qu'on aimerait que le super-héros soit. Ouais. Et DC, c'est ce que le super-héros est en étant un humain avec ses mauvais côtés, avec ses vices, avec ses trucs. Et c'est beaucoup plus sombre, tu vois. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus travaillé. Je suis pas un bon public blockbuster. Moi, j'aime bien quand c'est tortueux, que c'est cérébral, et que c'est un petit côté dark. Et on est beaucoup plus dans l'univers d'ici. Même Batman, Batman, on a eu pas mal de mauvaises, mais ça commence à redevenir bien. C'est dégueulasse. Après, tu vois, Nolan qui rétablit la franchise, on dira. Ouais, Nolan, était très bon, ouais. Mais c'est un univers super dark à la base, Batman, tu vois, je veux dire. Et Watchmen, c'est un peu pareil. Donc et puis c'est les punchlines. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est les punchlines de Rorschach, tu vois, je veux dire. La première, c'est on enferme les hommes, on pique les chiens. En prison, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas enfermé avec vous, vous êtes enfermé avec moi. Elle est juste énorme. Ce punchline est énorme. Je m'étais dit, je vais choisir un super film. Tu vois, je vais lui dire, tiens, passe-nous le discours de comment ça s'appelle, c'est le grand dictateur, tu vois, je veux dire de Chaplin. Après, je me suis dit, bon, c'est un cliché ou. Non, c'est un télo, tu sais, c'est les types avec ils sont comme ça. Oh, darling, avez-vous vu c'est Chaplin. Non, sur Watchmen, moi, je te dis sincèrement, moi qui suis, bon, j'aime pas le mot, mais qui suis à fond sur Alan Moore, c'est à peu près l'adaptation qui correspond le mieux à l'esprit de la BD, parce qu'on a V for Vendetta, qui est un bon film, mais qui, au niveau adaptation, est une catastrophe. Voilà, Watchmen, ça reste quand même à peu près, je dirais, l'esprit quand même du comics est bien respecté. Voilà, bon, la société dystopique, comme tu dis. La réal est énorme. Tu vois, la réal est BO. Tout est bon, tout est bon dans le film. Il y a une série d'ailleurs qui a été adaptée de Watchmen, qui est un peu la suite. Je l'avais commencé, je l'ai jamais terminé, mais elle était pas mal. Elle vaut le coup. Le début, en tout cas. Voilà, c'est pas du niveau du truc, mais voilà. Mais Alan Moore, effectivement, c'est l'envers du décor. C'est comment on déconstruit les mythes. Quelle est la réalité humaine derrière le mythe? Et donc, les super-héros, forcément, ne sont pas des super-héros. Ce sont des anti-héros, en fait, ouais. D'ailleurs, on voit le comédien une ordure, qui en fait est Captain America, mais version fume des cigares, crame des Viet Cong au lance-flammes c'est ça, ouais. Donc, c'est un petit peu l'inversion, l'autre côté du miroir. Et c'est intéressant parce que ça nous amène aussi au livre que tu as choisi, donc, qui est Non, ce n'était pas mieux avant. Qui est un peu dans le même délire, c'est-à-dire arrêter de croire ce qu'on disait sur les chiffres du PIB du tourisme, ce qu'on disait sur Watchmen et l'envers du décor pour les super-héros, et là on est sur l'envers du décor entre guillemets de la réalité des choses. C'est-à-dire que les gens, et nous en Corse, on a une spécialité, c'est bon, c'est plus comme avant, j'ai mal à ma Corse, c'est plus la Corse d'avant, les vraies valeurs et tout. Là tu as choisi ce livre donc qui s'appelle Non, c'était pas mieux avant, qui est de Johan Norberg, écrivain, philosophe suédois, qui est jeune, hein, je crois qu'il est de 73, donc il a la 45e ou la 50e, je ne sais plus compter. 73, ça fait un 47. Ouais, un 47, voilà, donc c'est presque un quinquart. Alors le type, ce qui est magique, c'est que, et ça, là tu vas nous en parler pour toi aussi, c'est que le mec est libéraliste, capitaliste, à fond sur la mondialisation, les libertés individuelles. Bon, on va parler du libéralisme après, tu vas nous expliquer un peu, parce que c'est rare, il faudra le dire aux gens, qu'un mec de moins de 70 ans soit un libéral ou un libéraliste, ce que tu es toi, et tu vas nous expliquer comment et pourquoi, parce que je trouve ça vachement intéressant. Donc ça, c'est un bouquin qui est sorti en mai 2017. J'ai choisi un extrait que je vais lire, et puis après, on en parle du libéralisme et du non, c'était mieux avant. C'était pas mieux avant.
Donc je rêvais d'une société qui nous aurait ramené quelques siècles en arrière, d'une société en harmonie avec la nature. Je n'avais pas réfléchi à la manière dont les gens vivaient réellement avant la révolution industrielle, sans médicaments ni antibiotiques, sans eau potable, sans nourriture en quantité suffisante, sans électricité ni système sanitaire. J'espérais plutôt cette vie comme une excursion à la campagne. Un des pays sur lesquels je me suis concentré voyait sa population souffrir de sous-alimentation chronique. Par rapport à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, il était plus pauvre, avait une espérance de vie moindre et une mortalité infantile supérieure. Ce pays, c'était la Suède de mes ancêtres, il y a 150 ans. La vérité, si nous voulions remonter dans le passé, c'est que le bon vieux temps était épouvantable. Ouais, alors, bon, il y a ceux qui le savent que c'était pas mieux avant, tu vois. Il y a ceux qui le savent pas, donc il ferait mieux de lire le livre aussi. Mais même moi, en le sachant, si tu veux, que c'était pas mieux avant, je veux dire, je suis de la génération, je suis né en 85, donc j'ai vu l'évolution Internet et informatique, tout ça, et je suis pro-technologie, donc je suis pro-évolution, et je sais que c'était pas mieux avant, tu vois, je veux dire. Mais même en le sachant, j'ai pris une claque monumentale en le lisant, en fait. Tu te rends compte à quel point, parce qu'on dit que c'était mieux avant en pensant à l'échelle de notre courte vie, tu vois, je veux dire, c'est con, mais dedans, c'est chiffré, tu as des graphiques, tu te dis qu'à l'époque de nos grands-parents, tu vois, je veux dire, ou grands-parents ou arrière-grands-parents, début du XXe siècle, en Europe, en France, il n'y avait qu'un enfant sur un enfant sur deux qui atteignait l'âge de 5 ans. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, dans aucun pays du monde, tu vois, je veux dire, c'est con, mais c'était hier, en fait. Tu vois, je veux dire, comment ça s'appelle, la pénicilline, c'est le XXe siècle. Les vaccins, fin 19e, tu vois, je veux dire. Et tu dis, ouais, c'était mieux avant, mais en fait, non. Et tu regardes, on n'arrête pas de dire l'écart se creuse entre les riches et les pauvres, les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est faux, c'est faux. Tu regardes, c'est chiffré. C'est chiffré, tu as avec les sources et tout. Je veux dire, la pauvreté extrême a diminué de 99% de la population au milieu du 19e, je crois, à moins de, je me rappelle plus le chiffre, tu vois, mais on est en dessous des 10%. Ça n'existe plus. Tu veux dire, alors, bon, ça, c'est pas dans le livre, mais c'est pareil, on dit, les super sociétés aujourd'hui sont plus riches. Je l'ai entendu l'autre jour à la télé, avec Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde. D'ailleurs, BFM a sorti un super article là-dessus qui disait qu'en fait, c'était l'homme le plus riche du monde, mais qu'il était pauvre. Enfin, il est pauvre. Il n'est pas si riche que ça, en fait. Son compte en banque, c'est la valeur de ses actions. Hein, la bourse a éternué, ses actions ont pris. Du coup, mais en fait, si tu regardes, la société, tu sais, c'est laquelle la société la plus riche de tous les temps. De tous les temps. Vas-y, peux-nous rêver. Il y en a qui vont penser Apple, tu vois, je veux dire. Apple aujourd'hui, ils ont une trésor ils ont, rien qu'en trésor, ils ont un PIB de pays, hein, Apple. Elle a dépassé, je crois qu'elle a atteint les 2 milliards de valorisation. Apple, c'est juste un truc. Bon, mais en fait, rien du tout. La société, toi, ça va te parler tout de suite. La société la plus riche de tous les temps, donc à la proportionnelle, hein, comparé au niveau de vie de l'époque et tout, c'est la Compagnie des Indes orientales. Eh ouais. Ça a été calculé. Ouais. C'est la société la plus riche de tous les temps. Donc, ça a quelques siècles. Tu vois, je veux dire, ils avaient leur propre armée en plus. Hein, tu vois, c'est eux qui ont colonisé pour l'Angleterre, quoi. Ouais. Mais c'était eux la société. Et ça valait. Ça a été calculé. Je me rappelle plus le chiffre exact. Mais ça valait l'équivalent de 12 fois Apple. 12 fois. Ouais, t'imagines. Pour le niveau de vie de l'époque. Donc, quand on dit les super riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, en fait, c'est faux. C'est faux. Et ce livre, il est énormissime. Il est vraiment génial parce qu'il cible vraiment tous les indicateurs de la vie. Donc, tu as pollution, tu as assainissement, violence, richesse, tu as santé, hygiène et compagnie. Tu as vraiment tous les axes. Et à chaque fois, tu as les anecdotes, les chiffres, des graphiques. Et tu prends une gifle monumentale. Tu prends vraiment une gifle monumentale. Ça te redescend vraiment les pieds sur terre en disant, en fait, c'était pas si bien que ça avant, en fait. Tu vois. En fait, voilà. Alors après, est-ce que c'est peut-être aussi, je pense, et puis c'est pas pour l'expliquer, mais quand on dit c'était mieux avant, je pense que c'était surtout dans le rapport humain.
plus. Quel petit côté romantisme, en fait. Voilà, Ouais. il y a un côté Après, c'est vrai, hein. Mais nous, en plus, surtout à notre échelle ici, si tu veux, il y a eu le décalage rural-urbain qui a été d'une violence extrême, oui. rapide, ingrat, qui a un peu massacré notre culture. C'est vrai que bon, là-dedans, on peut pas dire on n'a pas morflé, que c'était pas mieux avant. Après, sur le niveau de vie, sur l'accès aux soins, sur l'accès à tout ce que tu veux, il n'y a pas photo. Mais oui, il n'y a pas photo. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, le taux de mortalité infantile, il est en dessous de. On le compte en pour 1000 aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, avant, c'était 50%. 50%. Tu vois, je veux dire, c'est un truc de fou. Ouais. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en plus. Tu vois, je veux dire, encore une fois, c'est il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était un gosse sur deux arrivé jusqu'à l'âge de 5 ans. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, il faut aussi rétablir la vérité. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant au niveau local, c'était les violences dans les campagnes corses, dont Marie Graziani, qui jetait un petit pavé dans la mare quand même. Parce que les mecs, oui, la Corse, la paix, le berger, la bergère, le respect. En fait, si tu veux, des viols collectifs au XVIIe siècle, je ne veux pas dire que tu en avais un tous les 200 mètres, mais il y en avait. Des curés assassinés en plein milieu de la messe, des gens égorgés, des femmes abattues, des adultères, des rapts, enfin tout ce que tu Absolument, veux. Voilà, donc après, c'est vrai que voilà, moi, je pense que effectivement, ce côté romantique nous vient de ce rapport humain qui se délite un peu, il faut le dire, ou qui se transforme, parce que rien ne se perd, tout se transforme quand même. Mais je pense que c'est surtout à ce niveau-là. Et alors, du coup, ça nous amène à cette question, parce que quand on a 35 ans, certes, on est capitaine d'industrie, etc., comment on explique le choix du libéral? Ton choix. Alors, tu sais quoi, je vais dire un truc, et ça choque à chaque fois que je le dis, c'est je suis libéral pour des raisons strictement morales. Alors déjà, il y a le libéralisme, c'est la bête noire en économie. Je veux dire, les gens ne savent pas exactement ce que c'est le libéralisme. Et quand il y a quelque chose qui va mal, on dit c'est la faute au libéralisme. Tu vois, alors que bien souvent, en fait, ça n'a rien à voir avec le Et où libéralisme. libéralisme? Et c'est même anti-libéral. Tu vois. Donc oui, je ne suis pas néolibéral. Je suis libéral en plus, je suis de l'école autrichienne. Le libéralisme, à la base, le fondement, il peut se résumer en une phrase, c'est à partir du moment où deux personnes ou alors deux sociétés, deux personnes se mettent d'accord entre elles, tu vois, et qu'elles ne font pas chier les autres, qu'elles ne font pas chier de tierces parties, elles se mettent d'accord entre elles sur quelque chose, alors on ne devrait pas avoir à les faire chier. Ils devraient pouvoir le faire. Si elles se mettent d'accord entre elles, il ne devrait pas y avoir de loi qui leur interdise de faire un truc pour lequel elles se sont accordées entre elles. Si et seulement si elles ne font chier personne d'autre à côté. Ouais. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une tierce partie qui est lésée, le casseur paye. C'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de dérégularisation. Je veux dire, dans le libéralisme, pas de règle. Le marché s'autorégule de lui-même. Par contre, tu fais bien attention, et ça peut venir qu'avec ceci-là, le libéralisme. C'est que le casseur, il paye. Je veux dire, à un moment donné, si tu lèses une tierce partie, tu payes. Donc, voilà, je veux dire. Du coup, la position de l'État par rapport à ça, parce que tu me dis, donc deux personnes se. Dans ma vision parfaite des choses, plus d'État. Juste au régalien. Juste le régalien. Tu vois, oblige à payer les pots cassés. Une justice, ça reste dans le régalien, ça. Voilà, donc en fait, on fait sauter le monstre froid à l'État et on reste, je dirais, le sommet de la pyramide de la hiérarchie juridique, politique et sociale, c'est le droit, en fait. C'est la justice. Oui, après, il en faut, de la justice. Oui. Après, il y a plusieurs écoles, encore une fois. Je veux dire, ça va jusqu'à l'anarchisme avec plus d'État du tout. Tu vois, je veux dire, moi, je suis sur une vision quand même régalienne. Après. Oui, parce qu'il y a un libéralisme dans l'anarchie. Parce que le fait que deux personnes se mettent d'accord, parce que l'anarchie, on croit que c'est l'absence d'ordre. En fait, non. Ouais, alors que c'est tout, c'est ça, c'est faux. Ouais, je veux dire, c'est pas l'absence d'ordre. Donc là, on peut conseiller aussi. L'absence d'une autorité. On va conseiller, moi, je conseille la lecture de Ellul, notamment sur l'anarchie et le christianisme, qui va faire plaisir à bien du monde, pour comprendre un peu la philosophie de l'anarchie, qui n'est pas l'absence d'ordre. C'est le renversement d'un ordre qui est inique et pas naturel, en fait. Plus. Voilà, donc ça, vas-y. Et juste une réalité que je voudrais rétablir, c'est qu'on pense à tort que le libéralisme veut dire on fait plus de profit et on n'aide pas son prochain. C'est tout à fait faux. Tu vois, je veux dire, c'est juste que le libéralisme va dire
les taxes, c'est du vol. Tu vois, on l'entend souvent. Les taxes et les impôts, c'est du vol. Donc, pour moi, c'est du vol. À partir du moment où tu travailles, tu n'as pas envie de donner et qu'on te prend, c'est du vol. Je suis bouddhiste. Hein, ce qui est pas donné, tu ne prends pas ce qui n'est pas donné. Tu vois, je veux dire. Par contre, ça ne t'empêche pas d'avoir la volonté de payer pour aider ton prochain. Moi, demain, il n'y a plus d'impôts, je paye quand même. Aujourd'hui, je fais des dons, tu vois, je veux dire, parce que j'en ai les moyens, je le fais, tu vois, je veux dire. Ça n'enlève pas le libertarien, c'est la philosophie qui est derrière le libéralisme, qui est son application économique. Il dit juste, ne fais chier personne. Je veux dire, le mec, il fait ce qu'il veut, tant qu'il emmerde personne, tu le fais pas chier. S'il veut aider son prochain, il l'aide. Et c'est un humain, il va l'aider, tu vois, je veux dire. Il y aura toujours des connards pour pas aider, si tu veux. Steve Jobs, il n'a jamais rien donné de sa vie, si tu veux. Mais à côté de ça, t'en as des gens qui donnent, et tout le monde donne, tu vois, je veux dire. D'ailleurs, c'est une honte qu'en France, l'existence, la nature de réexistence, c'est une honte en fait. Le Téléthon, les Restos du Cœur, toutes ces associations caritatives, c'est pas elles qui sont honteuses, c'est le fait qu'elles existent qui sont honteuses. Quelque part, c'est un échec de l'État. Je veux dire, c'est que si on marchait dans un vrai État qui fonctionnait, où on aidait son prochain, pourquoi j'ai été déconnecté? Non, tu es là. Hein. J'ai eu une pop-up, vous avez été déconnecté. On coupera au montage. Désolé. Je sais plus. Oui, le fait que ces associations existent, en fait, pour moi, c'est un constat d'échec. Je veux dire, déjà, tu payes des impôts qui sont censés régler ce genre de choses, et en plus, tu vas donner au Restos du Cœur pour. Il est où la logique? Je préfère largement donner au Restos du Cœur ou au Secours populaire que aux impôts. Je sais pas où ça part. Ça part dans le voyage de Macron, tu vois, je veux dire. Et tu regardes, c'est encore pire, je veux dire, même le plus socialiste devrait faire ce constat-là, c'est qu'il y a 20 ans, en l'espace de 20 ans, le PIB il a été multiplié par 4, le PIB français, le taux d'imposition a été multiplié par 5, ça fait x20 de rapport en termes de capacité, 1057 milliards de prélèvements fiscaux chaque année, hein, c'est 57% du PIB. Donc, en 20 ans, c'est x5 en prélèvement fiscal. Et en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Moins d'hôpitaux, moins de services publics, ils partent tous les sous. Donc, en fait, voilà. Ils partent tous les sous. Justement, sur cette notion, on revient sur le néolibéralisme, le libéralisme. Souvent, Macron, il est libéral, le gouvernement est libéral. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est un interventionnisme de folie de l'État. Ah ouais, mais si tu demandes à un vrai libéral de l'école autrichienne ou un vrai libéral, tu lui dis Macron est libéral, il va te rigonner, il va dire Macron c'est un socialiste. S'il était libéral, il n'y aurait pas d'impôts. Ouais. Et dans le libéralisme, on dit ouais, machin. Souvent l'opposition au libéralisme dit ouais, on socialise les pertes et on privatise les profits. Mais en fait, comment ça s'appelle? Le libéralisme, c'est tu socialises rien du tout. Les pertes, la boîte qui fait des pertes, elle se les mange dans la gueule et elle se les assume. Tu vois, il n'y a pas de sauvetage des banques dans le libéralisme. Tu t'es mangé. Voilà. Non, tu vois, tu n'utilises pas l'argent du contribuable pour te refaire. Non, ça marche pas comme ça, le libéralisme. Tu vois, je veux dire, on oublie toujours le si qui va avec. Hein, Non, mais c'est la différence entre la théorie et la pratique aussi, parce que c'est vrai. Ouais, et puis après, tu as le néolibéralisme. Après, il y a le copinage surtout, tu vois, je veux dire, et ça, c'est. Oui, bon, ça, c'est. Ça, c'est pas du libéralisme du tout, tu vois, je veux dire. Voilà. Tout ce qui est copinage, monopole et compagnie et tout, c'est antilibéral. Ouais, on se souvient que l'URSS, qu'on pourra taxer de tout sauf d'être libéral, sauf de libéralisme, ouais. Et quand même du méchant copinage, et toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, avec Gazprom et tous les autres. Mais voilà, bon, alors sur la Corse aujourd'hui, je dirais, bon, le nationalisme, toi, on sait que tu es engagé politique quand même, auprès de Corinne Front, par exemple. Le seul libéral. Voilà, alors tu es le seul libéral. Corinne Front, quoi qu'on dise, la philosophie, elle est quand même un peu de gauche. Allez, pour pas dire autre chose. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Mais écoute, je veux dire, je suis à Corinne Front et tout premièrement parce que je suis indépendantiste. C'est pas plus simple que ça. Et écoute, le jour de l'indépendance, je fonderais peut-être un parti libéral. Un parti libéral. Mais alors du coup, comment tu perçois toi? Parce que le nationalisme, il a toujours eu du mal justement à se positionner, soit sur des théories politiques. Je dirais structurantes. Voilà, un nationalisme
j'aime pas ces termes-là, droite et gauche, parce que déjà, c'est très franco-français. Ensuite, ça ne couvre plus aucune réalité. Ouais, l'échiquier politique français est biaisé, en fait. Il manque Voilà, un axe complètement. On ne peut pas parler de gauche. Voilà, finalement, comme le nationalisme à l'heure actuelle, de quelle tendance il est? Il est libéral. Je parle du mouvement majoritaire, par exemple, de ceux qui sont Non, dans sa globalité, le mouvement nationaliste est très à gauche. Alors, on a quelques personnalités de droite, hein, il y a quelques. Mais après, tant qu'il n'y a pas de réel, parce qu'on est dans le moule français, on est dans de la mesure, on est dans énormément de mesures symboliques aujourd'hui. Ça fait pas de mal, hein, mais c'est pas tout. Et en fait, il n'y a jamais eu de décision sur garde ou de plan ou qui permet de dire c'est libéral ou c'est socialiste. Tu vois, je veux dire, en fait, quand tu regardes, c'est. Ouais, il y a eu le petit livre vert il y a quelques ouais, ouais. qui était très marxiste. Mais ouais, effectivement, il y a pas, si tu veux, voilà, moi, je te rejoins un peu, c'est qu'il y a eu Quaderni per l'Independence, je ne sais plus comment il s'appelait, de Corsica Libera, qui projetait un peu qui dessinait des projets de société. Après voilà, c'est majoritairement très, très à gauche de manière idéaliste et avec toute la noblesse c'est une gauche qui me déplaît pas forcément, tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est de la gauche symbolique, c'est-à-dire où on passe l'humain au centre en disant, bon voilà, c'est les valeurs corses, tu vois, la porte ouverte, le j'aide mon prochain, que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, et moi je suis tout à fait aligné avec ça, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. Moi, ça me va ce genre de valeur. Il n'y a aucun problème. C'est même pas incompatible avec le libéralisme. C'est vrai que sur un projet de société globale, on pourrait dessiner, alors pas forcément, encore une fois, une orientation à gauche ou à droite, parce que ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, mais au moins de définir, je dirais, une philosophie économique, une philosophie politique, même une philosophie culturelle, parce que tout est interdépendant. On parle par exemple le libéralisme colbertien, qui parle beaucoup de notions de culture, de production culturelle, etc., et d'économie de la culture. Voilà, mais on n'a pas tout ça, donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à se définir. Et alors bon, moi je vois sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est, qu'on le veuille ou non, un organe d'expression démocratique, en tout cas, bon, Twitter nous a prouvé que pas forcément là depuis quelque temps, mais quoi qu'il en soit, c'est un organe d'expression populaire. Ouais, ils sont, ouais, c'est des libéraux, c'est limite l'UMP, tu vois. Bon, l'UMP libéral, non. Mais voilà, etc., etc. Donc voilà, parce que je pense qu'il manque un socle philosophique dur, en fait, solide, évolutif, mais solide, qui permettrait justement d'avoir un projet de société engagé sur des réflexions philosophiques. Moi, je trouve que justement, je dis pas qu'il est peut-être pas parfait, il est peut-être perfectible et à continuer, mais pour moi, il y a un socle philosophique dans le nationalisme aujourd'hui, et il est très bien, je pense. Après, ça manque justement, ça manque de plus de concret, de chiffres. Donc, on a du concret et du chiffré sur certains sujets très précis, mais on n'a pas En fait, pour moi, il y a, et c'est pour ça aussi que je suis que Corinne Front, il y a que Corinne Front qui s'autorise à parler, voir et se projeter dans l'indépendance, quoi. Tu vois, je veux dire, et dire voilà la société indépendante de Corse de demain, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est le courant où c'est le plus concret aujourd'hui. Oh, tu dis ça parce que tu es partisan. Allez, on a compris. Non, mais non, je suis partisan pour ça. C'est différent. Ça sera défalqué sur ton temps de parole, là, tu sais, le truc, ça, là, pour les élections, je ne sais quoi. Ouais, donc on parle philosophie, etc. Donc tu me disais que tu étais bouddhiste, ce qui est quand même un truc rare en Corse aussi. J'ai oublié de dire que tu parlais, ou tu écrivais, ou tu lisais, ou les trois, ou les deux, une forme de sanskrit primitif, je crois, c'est ça? Oui, un prakrit qui est le cousin qui est une petite sœur du sanskrit, le pali, ouais. Ouais, comment on en vient à ça, en fait? Par le bouddhisme, en fait, parce que une phrase que tu dois bien connaître, hein, traductor et traditor, et tu vois, je veux dire, les textes originels du bouddhisme, qui sont la parole du Bouddha, donc qui sont aussi dans le canon pali, sont dans sa langue d'il y a 2500 ans, hein, le pali, et quand c'est traduit en français, généralement c'est traduit en français depuis l'anglais, qui est traduit depuis le pali, donc ça passe par une langue intermédiaire, et c'est un peu travesti, il y a beaucoup de... Et à un moment donné, quand tu veux étudier sérieusement une religion, parce que je ne suis pas bouddhiste de mode, je suis bouddhiste orthodoxe,
pratiquant et sérieux, tu as envie de gratter, de comprendre le sens réel des trucs, et tu te dis, je vais commencer à étudier les textes dans leur langue d'origine. Ouais, donc du coup, on se rapproche de ça. C'est ce qui fait de toi un personnage globalement fascinant et super intéressant. Et donc, j'invite encore une fois les gens à suivre l'activité de Jelly Smack, bien évidemment, à voir ton blog. J'espère qu'on pourra relancer les Tias Yogumun. On va s'y atteler. Voilà, face à atelier, on passe un bonjour à Jean-Louis Rossi d'ailleurs, au général. Le général. Le général qui nous regarde, j'espère, qui nous regardera en tout cas. Voilà, donc sur les chiffres du tourisme, on revient encore une fois dessus, effectivement, une baudruche, une lanterne, enfin une vessie qui passe pour une lanterne, un projet de société à redéfinir, un tourisme à redéfinir, la prise en compte de réalité humaine, de réalité territoriale, de réalité écologique. Je crois que les grands ports, les grands projets de ports, ça ne va pas le faire. Voilà, donc tout ce genre de choses. Donc, j'invite les gens à te suivre, à aller consulter tes productions et éventuellement à venir te voir accorder, pas en masse, hein, pas pendant la période Covid, mais quand le confinement, c'est compliqué. C'est clair. Nico, je te remercie beaucoup pour ce super moment. C'est moi, je t'en prie. Voilà, on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire, mais on en a dit beaucoup. Ouais, on en a dit beaucoup. On en a dit beaucoup. Une prochaine fois, j'espère, pour une table ronde avec d'autres invités, un crossover. Très volontiers. Un Marvel Universe contre un DC-verse, genre Batman versus Captain America. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine Navigela d'ici peu, j'espère, puisqu'on est tous dans le même bateau. Tutti in attesa Navigela. Nico, ringraziati e buonasera. Buonasera. E a presto. Can swing. Though nothing will keep us together.